Merci, Martin. Alors, comme Martin l'a mentionné, moi, je viens du département d'informatique et de génie logiciel. Donc, en ce moment, je me sens un peu comme un imposteur. La foresterie, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Par contre, je dois vous avouer que vous avez des très beaux problèmes. C'est une des choses qui m'attire. Et donc, ma spécialité de recherche, moi, c'est la robotique mobile, c'est aussi l'apprentissage automatique. Donc, aujourd'hui, essentiellement, ce que je viens vous faire, c'est présenter un peu des créneaux d'expertise qu'on a développés au centre Le Damas, qui est le laboratoire auquel je suis associé, avec le professeur Shaibdra. Donc, c'est le Data Analytics Mobile and Autonomous Systems. Et donc, les deux axes de recherche que je considère importants en termes pour la foresterie, c'est donc l'utilisation de lidar et de caméras stéréo pour faire de la cartographie 3D et aussi donc de la navigation à l'aide de robots mobiles en milieu donc non structuré, par exemple les forêts. Et aussi donc, je vais vous faire un petit cours d'apprentissage automatique, très très bref, de 2 minutes, dans le fond, pour donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'apprentissage automatique. Si on regarde aux côtés de la cartographie 3D, d'ailleurs, je dois remercier là-dessus Richard Fournier qui a fait une belle introduction à ce que je vais présenter. Donc, l'idée de placer maintenant des lidars sur de l'équipement mobile. Donc, moi, je vais travailler au niveau du terrestre, donc prendre un lidar terrestre qui me donne un bon débit de points, le placer sur un robot mobile ou à la limite, on pourrait le placer aussi dans un backpack d'une personne qui marche en forêt avec une centrale inertielle donc pour prendre des mesures. Et dans le fond, l'objectif qu'on va faire ici, c'est de créer des cartes 3D, mais avec, dans le fond, des défis particuliers. Vous m'excuserez, c'est peut-être l'équivalent de vouloir monter le mont Everest les yeux bandés sur une jambe. Mais bon, en robotique mobile, on s'intéresse beaucoup à des situations, par exemple, où, on a tout monté l'équipement sur notre robot mobile, donc j'ai un lidar, une centrale inertielle, des caméras. Aussi, on parle souvent d'exploration spatiale. Il n'y a pas de GPS sur Mars, donc on fait des recherches où on considère qu'on n'a pas accès à des signaux GPS. Ensuite, il n'y a pas non plus d'astronautes qui vont venir placer des marqueurs fiduciaires sur Mars. Donc, pour nous, l'important ici, c'est de dire, je dois avoir un système qui, de façon automatique, va trouver des points de repère naturellement. Par exemple, la forêt, les coins de branches, les jonctions des troncs avec les sols. Donc, ça me fait tous des points de repère naturels. Donc, ici, je n'aurai pas de marqueurs fiduciaires ou de sphères pour faire la registration des points de cloud en 2 différents nuages de points. Aussi, idéalement, on aimerait être capable de construire les cartes en temps réel, mais ça, en général, je laisse ce problème-là à M. Moore, qui, dans le fond, à chaque 2 ans, les ordinateurs augmentent de vitesse de calcul, donc souvent, c'est juste une question de puissance de calcul. Ce que je pense que ça peut permettre pour la foresterie, cette capacité-là de faire des cartes 3D, dans le fond, sur les véhicules qui sont embarqués, c'est, par exemple, d'être capable d'extraire de la géométrie des arbres lorsqu'on fait la récolte. Donc, quand la machinerie se déplace, si j'ai monté un lidar avec une centrale inertielle sur mon véhicule, je peux créer donc ces cartes 3D on the fly, récupérer, dans le fond, la géométrie des arbres, possiblement des applications pour la collecte sélective. Aussi, ça nous permet, je pense, de créer rapidement des cartes 3D, donc à partir du terrain, pour les arbres, donc d'avoir des placettes de validation, donc des modèles de validation, au lieu de faire à la main avec un lidar qu'on déplace, ici c'est le véhicule qu'on déplace, et rapidement on peut donc générer des cartes 3D. Comment est-ce qu'on résout ce genre de problème-là? On utilise une technique qui s'appelle le SLAM, le Simultaneous Localization and Mapping. Et il faut se plonger ici dans l'idée qu'on n'a plus de GPS. Donc, la localisation, je la fais comment? C'est je prends un scan laser, j'ai ma carte 3D, et je vais essayer de trouver, dans le fond, comment positionner mon scan actuel sur ma carte 3D. Donc, j'utilise ma carte, je m'appuie sur ma carte pour pouvoir me localiser. Maintenant, comment est-ce qu'on crée une carte? Si j'ai la position de mon scan, je peux venir l'insérer dans la carte. Donc, vous voyez ici, c'est un problème de chicken and egg, donc d'œuf et la poule. J'ai besoin d'une bonne carte pour me localiser et j'ai besoin de bien me localiser pour faire la carte. Donc, c'est un problème qui n'est pas évident. Et aussi, c'est un problème qui n'est pas garanti de converger. La qualité de la carte qu'on obtient avec un SLAM, ça dépend énormément de la trajectoire qui est suivie, ce qui n'est pas quelque chose que je crois être un problème lorsqu'on fait de levée lidar. Pour vous donner un petit peu une idée de comment le SLAM fonctionne, vous allez voir ici une démonstration qui a été faite par un groupe de recherche au MIT. Ce qu'ils ont utilisé pour prendre des mesures 3D, c'est une Kinect. Donc, la Kinect nous donne un nuage de points colorés. Vous avez le rouge, le bleu et le vert, et aussi une distance pour chacun des pixels. Et essentiellement, lorsqu'on fait du SLAM, on essaie, dans le fond, de résoudre une espèce de puzzle. L'idée étant que chaque scan, c'est comme une pièce d'un casse-tête, d'un puzzle, donc une forme particulière. Et lorsque je déplace mon véhicule, j'obtiens une nouvelle pièce.
Et là, ce que j'essaie de faire, c'est d'emboîter les pièces une dans les autres, étant donné que j'ai une bonne structure 3D. Le problème, par contre, c'est à force de se déplacer comme ça, mes morceaux s'emboîtent, mais éventuellement, j'ai de l'erreur qui va s'accumuler parce que je n'ai pas accès au GPS qui me donne une référence globale. Et ce qu'on va voir dans la vidéo ici, donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour corriger ces erreurs-là qui s'accumulent. Donc, vous voyez ici dans la vidéo, au début, donc, la personne se déplace avec la caméra Kinect. On voit donc cette carte 3D qui est construite à mesure que le capteur se déplace. Et éventuellement, donc, la personne essaie de faire une boucle. Dans l'édifice dans lequel ils sont situés, c'est une espèce de carré. Et vous allez voir qu'à la fin, donc, on va arriver qu'on a une erreur. Donc, vous voyez ici la carte, il y a un gap entre le début et la fin, mais c'est le même endroit. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le SLAM? C'est qu'on vient détecter qu'on a une fermeture de boucle, et après ça, on vient déformer donc cette carte-là qui est relativement flexible pour pouvoir ajuster, dans le fond, le début et la fin de la carte lorsqu'on a détecté une fermeture de boucle. Donc, c'est la même chose quand vous faites des casse-têtes à la maison. Quand vous avez fait, par exemple, la bordure, parce qu'on commence toujours par la bordure dans un casse-tête, c'est ce qui est plus facile. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Les morceaux n'arrivent pas ensemble, mais on fait juste déplacer, on tire. Et dans le fond, physiquement, toute l'erreur se propage vers l'arrière. Donc, le SLAM nous permet donc de créer ces cartes-là, comme je dis, sans avoir de référence globale sur la position. Dans notre cas, nous autres, ce qu'on utilise, on a un robot laboratoire. C'est un Husky fabriqué par la compagnie ClearPath. On a installé sur le système, donc on a des lasers, soit sur des unités pan and tilt pour avoir un scan 2D à partir d'un scan 3D à partir d'un laser 2D. On a aussi accès à un Velodyne il y a 32 lasers donc qui balaient sur 360 degrés, donc à peu près 700 000 points par seconde. Et on déplace le robot dans le fond et à certains intervalles, on s'arrête, on prend un scan 360. Chacun de ces scans-là, comme je vous dis, c'est le morceau de mon puzzle que je vais essayer d'assembler par la suite. Donc, c'est un projet qu'on a commencé tout récemment. Donc, on n'a pas encore de résultats concrets. Donc, c'est un projet en collaboration avec l'Institut bioéconomique de Norvège. Donc, j'ai un étudiant qui s'appelle Marek, avec qui je collabore pour justement être capable de créer ces cartes-là 3D. Vous allez voir ici un exemple. On a utilisé un package logiciel qui vient d'ailleurs de l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle ArtAbMap, qui permet de créer en temps réel des cartes justement tridimensionnelles. Donc, ce que vous voyez ici, de ce côté-ci, c'est donc des images stéréo, donc des images 3D colorées. Et vous voyez ici comment on peut recréer, donc, à mesure que le robot se déplace, on vient donc recréer l'environnement en 3D, donc, à mesure que le robot se déplace. On ne verra malheureusement pas le loop closure, on a encore des problèmes à fermer les boucles. C'est un problème qui est extrêmement difficile, comme je l'ai mentionné. Mais ça donne quand même une idée un peu des possibilités qu'on peut faire. Donc, à mesure qu'un véhicule se déplace, je peux donc créer ces cartes tridimensionnelles-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre lorsqu'on embarque un lidar sur un véhicule? Je suis, comme je l'ai dit, de la robotique mobile. Je cherche donc à faire de l'automatisation de déplacement et de navigation. Il existe une technique relativement simple qui s'appelle le Teach and Repeat. Un des problèmes lorsqu'on travaille en robotique, que ce soit dans les robots articulés dans les usines ou sur le terrain, c'est comment est-ce qu'on programme nos robots. D'un côté, on peut prendre un ingénieur spécialisé qui va taper des commandes sur l'ordinateur pour être capable, par exemple, de choisir une trajectoire pour déplacer des pièces d'un tapis roulant vers un autre tapis roulant. Mais de plus en plus, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des interfaces naturelles pour être capable de programmer les robots. Par exemple, en usine, ce qu'on peut faire, c'est déplacer carrément avec nos mains, prendre le bras du robot, le déplacer pour montrer au robot, voici donc la trajectoire que tu dois suivre. C'est un peu ce qu'on vient faire aussi avec le Teach and Repeat pour les robots mobiles. Donc, dans une première phase de Teach, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai mon robot ou mon équipement forestier sur lequel j'ai monté un lidar ou une centrale inertielle, et je vais simplement conduire le véhicule à l'endroit où ce que je veux être capable de faire déplacer, dans le fond, mes véhicules. Si on peut l'imaginer, dans le fond, c'est comme si je venais de déposer un rail virtuel au sol. Ça veut dire qu'un rail, dans le fond, un train, je peux le déplacer n'importe où sur la longueur du rail, je ne peux pas le déplacer à l'extérieur du rail. Par contre, ça me donne quand même la possibilité maintenant d'automatiser les opérations de transport. Par exemple, lorsque j'ai fait cet apprentissage-là, maintenant, je peux donc déplacer n'importe quel véhicule le long de ce rail virtuel-là. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire pour l'industrie forestière? Je pense qu'on peut se permettre, dans le fond, de créer une espèce de carte artificielle, donc une carte, un réseau routier artificiel, que je vais montrer en bleu ici, dans le fond. Donc, vous avez une personne qui ne connaît pas nécessairement comment fonctionne le robot, mais tout ce que la personne a besoin de faire, c'est de conduire le véhicule, si vous voulez, déplacer les capteurs. Et on va prendre des mesures, par exemple, on va prendre un scan 3D à chaque mètre. Et on va aussi enregistrer donc la position du véhicule dans cette petite carte-là.
Donc ici, je ne cherche pas à faire une carte qui est consistante de façon globale. Tout ce que je fais une petite carte locale et à chaque mètre, je change de carte, mais j'enregistre la trajectoire. Et par la suite, donc, ce que ça me permet de faire ensuite, c'est d'avoir une série d'autres véhicules qui vont pouvoir suivre donc, ces trajectoires-là sur votre réseau. Est-ce que c'est difficile à faire? Est-ce que c'est du pipe dream, comme diraient les anglophones? Ici, vous avez des résultats de recherche qu'on a eus l'été passé. Donc, j'ai David Landry, qui était à l'époque stagiaire en informatique. Donc, cette personne-là n'avait jamais touché un lidar de sa vie, n'avait jamais touché un robot ni une centrale inertielle. Et voici ce que la personne a réussi à accomplir en 8 semaines. Donc, dans la vidéo, ce que vous allez voir, c'est à la fois la phase de teach et à la fois la phase de repeat. Donc, on a placé une caméra fixe et on a enregistré donc la trajectoire. On a donc fait une vidéo qui montrait la trajectoire lors du teach. Et après ça, on a demandé au robot de faire le repeat. Et tout ce qu'on a fait, on a superposé les deux vidéos une par-dessus l'autre. Donc, si vous ne voyez qu'un seul robot, ça veut dire que la trajectoire suivie, elle est parfaite. Donc, de temps en temps, ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est que le robot se dédouble. Et à ce moment-là, donc, on a des petites erreurs de déplacement. Mais dans l'ensemble, vous voyez, on l'a fait aussi en forêt pour avoir un sol qui est inégal. Vous voyez qu'on est capable de reproduire à quelques centimètres près, et au même moment, la trajectoire qui avait été initialement entraînée simplement en déplaçant le robot. Donc, vous voyez ici, même s'il y a du dérapage, le système réussit à récupérer. Et à la fin, ce qu'on a fait, on a simplement planté des piquettes pour voir c'est quoi l'erreur finale. Et l'erreur finale qu'on obtenait, c'est 1 à 2 cm. Donc, je vous mets au défi de conduire l'équipement en forêt et d'avoir une erreur finale de 1 cm sur vos déplacements. Et comme je vous dis aussi, l'important ici, c'est que l'entraînement a été fait par une personne qui n'est pas spécialisée. Tout ce qu'elle a fait, elle a conduit le véhicule. J'ai mentionné au début que j'allais faire un petit cours de machine learning. On a vu beaucoup de présentations aujourd'hui qui faisaient de la classification. Okay? Donc, qu'est-ce que le machine learning exactement? C'est pas compliqué. Ça commence, on a un classificateur qui peut être une fonction mathématique ou un algorithme. Et essentiellement, qu'est-ce qu'on lui fait manger? On lui fait manger des données. Okay? Par exemple, ici, j'ai une photo d'un chat. Et ce qui va sortir à la sortie, c'est une étiquette, un label en anglais. Donc, pour me dire, par exemple, voici, j'ai reconnu que c'était un chat. Ça, c'est la partie machine. Maintenant, la partie learning, c'est exactement qu'est-ce que c'est. Comment est-ce qu'on fait pour créer ces classificateurs-là? Parce que ces classificateurs-là ne viennent pas déjà tout prêts en boîte. Il faut les entraîner. Donc, essentiellement, pour entraîner un classificateur, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de données d'entraînement, qui sont, par exemple, des exemples, ici des images de chats, et je donne ensuite des étiquettes pour chacune de ces exemples d'entraînement-là. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est que il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais fait de machine learning. Et essentiellement, si vous avez un problème que vous pouvez nous donner des données étiquetées, c'est-à-dire voici telle espèce d'arbre, voici, je ne sais pas moi, tel type de ruisseau, et vous avez suffisamment de données étiquetées, tout ce que vous avez à faire essentiellement, c'est de donner ça à un data scientist qui, lui, va dans le fond travailler à partir d'algorithmes, trouver l'algorithme qui va bien fonctionner pour la classification, faire l'entraînement. Donc, c'est vraiment ça le take-home message ici. Si vous avez des données étiquetées, on peut faire de quoi. On a vu d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de présentations, les gens faisaient la classification d'espèces à partir de lidar, et aussi le concept de dire, bien, si j'augmente la richesse ici à l'entrée de mes données, par exemple en utilisant des lidars multispectrales, je vais augmenter la qualité de mes classifications. Les progrès en machine learning ont été fulgurants dans les 6 dernières années. Je ne sais pas combien de gens ici ont écouté les nouvelles récemment. C'était environ, je pense, 1 mois et demi, où il y avait la compagnie Google qui avait le logiciel avec la compagnie DeepMind qui ont acquise, qui a réussi à battre le 2e meilleur joueur de Go au monde. Donc, c'est un problème qui est très complexe. Et ça a montré, dans le fond, le progrès qu'on a fait au niveau de l'apprentissage automatique. Au niveau de la reconnaissance visuelle, donc, avant les années 2010, on avait des jeux de données, par exemple, 50 000 images, 20 classes, par exemple, un chien, un chat, un pot de fleurs, un vélo, une voiture. Et on était extrêmement heureux si on a réussi à mettre ce qu'on appelle dans le langage un bounding box autour de, par exemple, un chien ici. Donc, le système avait réussi à reconnaître un chien. C'est arrivé en 2012, on parlait de game changer dans le lidar. Au niveau de la reconnaissance visuelle, le game changer, c'est ImageNet. Quand je parle de données, dans le fond, ImageNet, c'était 14 millions d'images avec 1000 classes d'objets différentes. Et avec cette quantité de données-là, on est capable maintenant de créer des classificateurs visuels qui sont, à toute fin pratique, aussi bons que les humains. D'ailleurs, si je vous mets au défi, je vous demande quelle est la... Avant, donc, on voulait savoir c'était quoi le mammifère. Ici, c'est un chien.
Maintenant, je vous mets au défi, quelle est la race de ce chien? Et combien de gens dans la salle peuvent me dire c'est quoi la race? Je vois les visages qui s'illuminent et qui se posent des questions. Alors aujourd'hui, maintenant, on est capable de des systèmes basés sur le machine learning qui vont vous dire que, par exemple, ça c'est un West Island White Terrier. Donc on est rendu à ce stade-là. Par exemple, dans ImageNet, la base contient 120 différentes races de chiens. On est rendu à ce niveau de granularité-là pour la reconnaissance visuelle. Qu'est-ce qu'on fait en machine learning au Damas, donc au laboratoire auquel je suis associé? De la reconnaissance de terrain à partir de vibrations. Donc, vous avez ici un robot qui pouvait palper le sol à partir de ses pattes et il y avait des accéléromètres. De la reconnaissance de points de prise à partir d'images 3D colorées, donc à partir d'images Kinect. Et aussi de la reconnaissance d'images basées sur la technologie donc de Deep Learning, c'est la même chose que Google utilise maintenant et qui donne en fond les résultats state-of-the-art qu'on voit aujourd'hui. Comment est-ce que ça peut être utilisé, je pense, en foresterie? Par exemple, si vous placez des boîtiers qui contiennent des accéléromètres et des GPS sur vos véhicules, nous, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est venir classifier, dans le fond, est-ce que ces vibrations-là correspondent à des mauvais ou des bonnes conditions routières. Donc, sans dire temps réel, chaque fois que le véhicule revient à la maison mère, on récupère les données et on peut donner, dans le fond, une carte de c'est quoi l'état des routes de votre système forestier. On peut détecter le dérapage des véhicules, est-ce qu'un véhicule s'enlise, et aussi, bon, évidemment, la reconnaissance d'images pour les espèces ou pour les images lidar, donc est-ce qu'il y a un cours d'eau qui est présent ici ou pas. Encore là, je le répète, le concept de base, c'est si vous avez des données, si vous avez des étiquettes, le data scientist peut vous faire un classificateur pour trouver les réponses. Donc, le take-home message ici, la capture d'informations 3D, la cartographie a fait d'immenses progrès en 10 ans. Le machine learning aussi l'a fait. Je pense qu'en combinant les deux, on peut atteindre des niveaux d'autonomie qui sont inégalés à date. Donc, de toute façon, on le voit avec le Google Car et compagnie. On voit qu'on est rendu à un niveau de maturité au niveau de l'autonomie qui s'en vient. Et finalement, je crois personnellement qu'en ce moment, the time is right. On voit vraiment des poussants en machine learning, comme je vous disais, et je pense qu'on peut vraiment faire de quoi d'intéressant. Tout ce qu'on parle d'industrialisation 4.0, c'est en ce moment que ça se passe. Il ne faut pas manquer le bateau. Merci beaucoup.